Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 10 conseils pour préparer et réussir son arrivée en Australie. Premier conseil, le passeport et le visa. Votre passeport doit obligatoirement être valable sur toute la durée de votre visa. Donc réfléchissez bien si vous souhaitez partir 1 an, 2 ans ou 3 ans si vous partez en Working Holiday Visa. Il est aussi très important de savoir que votre passeport doit également être valable 6 mois après votre date retour prévue. Pour pouvoir faire votre demande de Working Holiday Visa, vous allez devoir avoir un passeport qui provient d'un pays qui a un accord avec l'Australie. Lors de votre demande de visa sur le site EMI Account, donc le site du gouvernement australien, vous allez devoir télécharger un scan en couleur et en haute définition de votre passeport. Très important, si vous changez de passeport entre le moment où vous faites votre demande sur le site de l'immigration et le moment où vous arrivez en Australie, vous allez devoir prévenir l'immigration pour pouvoir leur transmettre votre numéro de passeport, le nouveau, et ne pas avoir de soucis lors de votre arrivée. Parlons un peu plus du visa vacances-travail, dit Working Holiday Visa. Vous avez la possibilité de le renouveler 2 fois et donc d'être en Working Holiday Visa pendant un maximum de 3 ans sur le territoire australien. Tous les Français de 18 à 35 ans ont la possibilité de faire cette demande de visa. Lorsque vous allez arriver sur le territoire australien, votre visa va directement s'enclencher et donc vous aurez 1 an, soit 12 mois, pour pouvoir réaliser les 88 days, c'est-à-dire les 88 jours de travail nécessaires si vous souhaitez pouvoir faire une demande de second visa. Pour pouvoir réaliser ces 88 jours, vous allez devoir vous renseigner au niveau de l'État dans lequel vous résidez. En effet, selon les États, certains secteurs d'activité sont éligibles à la validation de ces 88 jours. Dans les plus connus, vous allez avoir l'agriculture, la construction, mais aussi l'hospitality. Ce visa vacances-travail va vous permettre de pouvoir travailler sur le territoire et aussi vous déplacer librement si vous voulez voyager vers d'autres pays qui sont à proximité de l'Australie. Lors de votre demande de visa sur le site de l'immigration australienne va vous demander de prouver que vous avez bien 5 000 $ sur votre compte. Donc, cette information n'est pas à prendre à la légère, ce n'est pas uniquement pour vous embêter que l'Australie demande ça, c'est surtout pour vous assurer une sécurité lorsque vous serez sur le territoire, car en effet, il faut pouvoir faire des réservations pour l'hébergement, pouvoir se nourrir également et surtout avoir les moyens de pouvoir financer un billet retour pour rentrer en France. Depuis 2026, le visa coûte environ 670 $ pour la première année. Si vous souhaitez faire une demande pour la 3e année, il faudra réaliser 6 mois et non plus 3 mois sur ces travaux spécifiques. Information aussi importante, je vous conseille fortement de souscrire à une assurance qui vous couvrira tout le long de votre Working Holiday Visa. Nous, on a choisi Shapka pour pouvoir avoir une assurance maladie ici et pouvoir être rapatrié en cas de problème. Et pour 1 an, cela nous a coûté 410 €. Conseil numéro 2, le billet d'avion. Nous, on a choisi la compagnie Turkish Airlines. On était déjà parti avec cette compagnie-là en 2024 quand on est venu en vacances chez nos amis en Australie. Et du coup, le voyage s'était très bien passé. Donc, on a choisi de repartir avec eux. On a eu un vol assez court avec 2 escales, une à Istanbul et une à Singapour. L'avantage des escales courtes, c'est que ça nous a juste permis de nous doucher et de nous restaurer durant ces escales et de pouvoir remonter directement dans l'avion par la suite. Un petit conseil, essayez de faire en sorte que votre dernier vol arrive en Australie tôt le matin. Pourquoi? C'est très simple. L'avantage d'arriver tôt le matin, ça veut dire que votre dernier vol se déroule de nuit. Donc vous allez pouvoir vous reposer si vous avez réussi un petit peu à vous caler au décalage horaire et ça vous permettra de profiter toute la journée et d'essayer de tenir le maximum pour vous caler directement sur l'heure australienne. Concernant les bagages, on a pris un bagage extensible qui allait de 80 litres à 120 litres. On a utilisé des housses sous vide, ce qui nous a permis de transporter un peu plus d'affaires que prévu et pouvoir avoir des vêtements d'été et d'hiver, mais plutôt de demi-saison, pour pouvoir pallier à tous les temps durant l'année. On a également pris chacun un bagage cabine pour transporter toutes les affaires un peu fragiles qu'on voulait prendre avec nous et ainsi qu'un sac à dos pour transporter tout le matériel numérique mais aussi les passeports et les papiers qu'on voulait absolument avoir sur nous. Conseil numéro 3, l'argent. C'est très important d'arriver en Australie avec un minimum d'économie. Vous allez devoir vous héberger, vous nourrir et surtout prendre en compte qu'il va falloir quelques jours, voire quelques semaines pour pouvoir trouver votre premier travail. Donc, pour éviter toute forme de stress, économisez bien avant de partir. Conseil numéro 4, la voiture.
Nous, on a choisi d'acheter 2 voitures pour pouvoir chacun être autonome au niveau de nos emplois ou de nos recherches d'emploi. On a utilisé du coup Marketplace qui fonctionne très bien en Australie, surtout pour l'achat des voitures d'occasion. On a acheté une Toyota Camry qui est une voiture un peu plus citadine et on a également acheté un Toyota Prado pour pouvoir l'utiliser en tant que 4x4 et surtout pouvoir l'équiper pour faire du camping. Plusieurs étapes clés lorsque vous achetez une voiture en Australie d'occasion. Vous avez 14 jours pour enregistrer auprès des services de votre État votre voiture. C'est très important de respecter ce délai de 14 jours après la vente, car sinon vous allez avoir des frais pénalisés qui montent très vite. Les frais pour pouvoir mettre la voiture à mon nom m'ont coûté 160 $. La démarche a été très rapide, directement au service du New South Wales, car on réside dans cet état-là. Et ça a été extrêmement rapide. Vous venez avec le formulaire de vente, des documents prouvant votre identité et le transfert de nom se fait directement. Pour pouvoir ensuite enregistrer votre voiture à votre nom et dans l'état, il y a plusieurs étapes à faire. Vous devez d'abord faire un safety check, c'est-à-dire un contrôle auprès d'un professionnel de votre voiture, puis prendre ce qu'on appelle une green slip, c'est-à-dire une assurance qui est obligatoire pour rouler en Australie et qui couvre contre les dommages corporels en cas d'accident. L'inspection m'a donc coûté 250 $ et l'assurance 539 $ pour l'année. Vous n'avez pas besoin d'apporter ces documents, du moins dans New South Wales, directement en papier auprès du service, car ils ont déjà tout qui est enregistré informatiquement, ce qui est très pratique. Pour pouvoir enregistrer votre voiture et donc faire ce qu'on appelle en Australie la registration, il suffit simplement soit de le faire auprès des services New South Wales, si vous êtes dans New South Wales, soit vous avez la possibilité aussi de le faire en ligne auprès de leur service. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis de réenregistrer ma voiture pour pouvoir circuler pendant 1 an. Et j'ai donc payé 661 $ pour l'année. Quelque chose de très important, si vous achetez une voiture parce que vous trouvez une super occasion dans un autre état, c'est ce qui nous est arrivé, on a acheté une voiture dans le Queensland, mais vu qu'on est domicilié dans le New South Wales, vous avez le droit de rouler pendant 3 mois dans un autre état si vous y résidez. Cependant, il est très important de faire changer l'enregistrement de votre voiture si vous résidez pendant plus de 3 mois dans ce nouvel état. Pour ça, c'est très simple, vous vous déplacez au New South Wales Services ou au service de votre état et en fait, vous achetez de nouvelles plaques d'immatriculation immatriculées dans votre état. Donc cela a un coût, mais selon la plaque que vous choisissez, vous payez un prix différent. Mais il est très important d'avoir des plaques qui correspondent à votre état, surtout si vous y résidez, car sinon vous risquez à de grosses amendes. On a aussi choisi de prendre une assurance au tiers pour être un peu mieux assuré qu'avec la Green Slip. Et du coup, cela nous coûte 40 $ par mois. Conseil numéro 5, le permis de conduire australien. Il faut savoir qu'avec votre permis international et donc votre permis français, vous avez l'autorisation de conduire pendant 6 mois en Australie. Cependant, souvent, quand on part en working holiday, on y reste plus de 6 mois. Et donc, il est important de faire votre permis australien. Votre permis australien doit être fait également auprès de votre service d'État, donc le New South Wales Services. Attention, chaque permis est réalisé dans l'état dans lequel vous vivez. Vous pouvez évidemment vous déplacer ensuite dans d'autres états. C'est important de le faire dans l'état dans lequel vous résidez car ils vont vous demander un justificatif de domicile. Les démarches sont assez simples mais elles peuvent être assez longues car vous allez devoir dans un premier temps faire une demande de traduction de votre permis français. Alors, vous n'amenez pas votre permis français pour le faire traduire, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez aller sur le site français monpermisdeconduire.ants.gouv.fr et télécharger un document qui récapitule tout votre permis français. Ensuite, vous allez devoir faire la demande de traduction et attendre que celle-ci arrive par courrier. Nous, ça nous a coûté environ 230 $ pour avoir cette traduction car ça dépend du nombre de mots et de pages que vous avez. Lorsque vous avez reçu votre traduction en anglais, vous allez devoir retourner auprès du service de votre état et vous pouvez être soumis à un test. Nous, on a été uniquement soumis à un test de vue et donc on a dû lire certaines lettres sur un écran. Et ensuite, ils vont également vous prendre en photo directement au sein du service et faire votre demande de permis australien, ce qui nous a coûté 72 $ pour 1 an. Et oui, le permis australien doit être renouvelé chaque année. Conseil numéro 6, le téléphone.
Dès qu'on est arrivé, on a fait le choix d'aller chez Optus pour prendre un forfait. Alors nous, on a pris une carte SIM rechargeable. On a pu payer le premier mois directement au sein de la boutique Optus. Et ensuite, on a mis la carte SIM dans notre téléphone et elle s'est activée directement. L'avantage du prépayé, c'est qu'ensuite, vous pouvez recharger tous les mois directement sur l'application ou sur le site internet d'Optus et vous pourrez gérer comme ça votre forfait, l'augmenter ou le diminuer en fonction de votre activité. Il est primordial quand vous arrivez en Australie d'avoir un numéro de téléphone australien. En effet, quand vous allez chercher du travail, si vous n'avez pas de numéro australien, vous ne serez pas contacté par les entreprises. Aujourd'hui, notre forfait téléphonique est largement suffisant pour nous et on paye chacun 35 $ par mois. Conseil numéro 7, le TFN et l'ABN. Le TFN est le numéro fiscal australien qui est obligatoire pour que vous puissiez travailler en Australie. Alors, si vous n'avez pas encore reçu votre numéro TFN et que vous commencez un emploi, c'est pas grave. Vous avez un mois pour pouvoir transmettre votre numéro TFN auprès de votre employeur. La démarche est extrêmement simple. Vous remplissez la demande directement sur le site du gouvernement qui a prévu un encart à cet effet et ensuite, vous recevez votre numéro TFN par courrier. La réception peut être relativement longue, donc moi je vous conseille d'attendre environ quelques jours, voire une semaine, et d'appeler le numéro pour pouvoir demander votre numéro TFN. Une petite anecdote qui nous est arrivée, lorsque j'ai rempli mon questionnaire TFN, on m'a demandé mon nom de famille et si j'étais mariée. J'ai donc rempli mes 2 noms de famille, mon nom de famille classique et mon nom de famille marital. Cependant, quand j'ai appelé par la suite pour avoir mon numéro fiscal et que je leur donnais mon nom marital, il était impossible de me trouver. J'ai dû appeler pendant plus d'1 semaine tous les jours. Ils ne m'ont jamais retrouvé. Du coup, un jour, on m'a demandé de refaire un questionnaire avec mon nom de jeune fille et j'ai donc refait le questionnaire et 2 jours après, par téléphone, j'avais mon numéro TFN. Donc surtout, si vous êtes marié, un conseil, utilisez votre nom de jeune fille ou le nom qui apparaît sur votre passeport et ça permettra d'aller beaucoup plus vite dans vos démarches. Concernant l'ABN, c'est le numéro qui va vous permettre de travailler en tant qu'indépendant. Donc si vous voulez travailler comme livreur pour Uber Eats par exemple, il va vous falloir ce numéro ABN. Le numéro est extrêmement simple, il est également gratuit comme le TFN et vous le faites directement en ligne et en général, vous l'avez instantanément. Conseil numéro 8, les tickets. Il est primordial que vous passiez des tickets selon le secteur d'activité dans lequel vous voulez travailler. Vous allez avoir par exemple en construction la White Card qui est une formation sur une journée et qui va vous permettre de travailler dans le secteur de la construction. Vous avez aussi le ticket du RSA qui vous permet de travailler dans un secteur qui commercialise de l'alcool. Vous avez aussi la formation de barista qui va vous permettre de travailler dans certains cafés et qui va vous permettre de trouver du travail beaucoup plus facilement. Il faut savoir que dans certains secteurs, comme la construction par exemple, ou tout ce qui est bar, il va absolument falloir que vous suiviez ces tickets et ces formations qui sont payantes pour pouvoir y travailler. Je vous conseille de vous renseigner directement sur les sites dédiés. Il y a énormément de tickets que vous pouvez passer pour travailler dans les mines également et c'est très important de savoir avant de candidater sur un poste. 9e conseil, la recherche de travail. Refaites votre CV lorsque vous arrivez en Australie ou préparez-le avant votre arrivée. Le CV australien est totalement différent du CV français. C'est un CV qui est simplifié, vous n'avez pas l'obligation de mettre votre photo, mais par contre, il ne doit pas forcément tenir sur une page. Bien au contraire, il doit faire entre 2 pages et 3 pages car il est plus important de détailler toutes vos expériences qu'en France. Vous devez également rédiger pour la plupart des offres une lettre de motivation et je vous conseille de faire plusieurs modèles pour pouvoir cadrer si c'est des postes dans les 88 jours ou si c'est un poste classique que vous recherchez en fonction de vos compétences. Je vais vous donner l'exemple de la recherche en ferme et l'expérience de mon mari qui a trouvé un emploi dans les fermes pour valider ses 88 jours. Il a réalisé un nouveau CV australien pour présenter son parcours et il a ensuite rédigé une lettre de motivation pour expliquer ses motivations de travailler en ferme. Il a ensuite utilisé la voiture pour pouvoir aller directement dans les différentes fermes qui se trouvent à environ 20 à 30 km du lieu où on réside pour pouvoir se présenter directement aux dirigeants de ces fermes et expliquer son projet. En Australie, c'est assez différent de la France. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de backpackers et donc beaucoup de recherches, surtout dans les fermes, à certaines périodes. On est dans une région très touristique, donc avec beaucoup de monde, surtout dans la période d'été. Il a donc fallu insister.
N'hésitez pas surtout, lorsque vous avez déposé votre CV, à demander un contact par mail, par téléphone et à relancer plusieurs fois. Petite anecdote sur notre expérience, mon mari avait rencontré un patron et avait fait un premier entretien très rapide de présentation de la ferme et lui de présentation de ses compétences. Cependant, malgré plusieurs relances, il n'avait aucune réponse pour commencer son travail en ferme. Du coup, le patron nous avait donné la date de réouverture de l'entreprise et le jour de la réouverture, il s'est présenté à la ferme et malheureusement, il n'y avait personne. Et du coup, vu qu'il avait la carte du patron, il l'a appelé directement pour pouvoir lui poser la question. Et le patron l'a invité à se présenter dès le lundi suivant. Il s'est présenté en pensant avoir juste un entretien et pouvoir réexpliquer ses motivations. Et il a commencé le jour même dans la ferme. En Australie, il y a tellement de demandes qu'il ne faut surtout pas hésiter à se démarquer de la concurrence et à relancer plusieurs fois, qu'il y a à se présenter plusieurs fois pour pouvoir avoir un contact direct et pour pouvoir faire en sorte que l'employeur se souvienne de vous. C'est le plus important. Conseil numéro 10 et donc dernier conseil, faire des économies et profiter. Aujourd'hui, quand vous êtes en Australie, selon l'hébergement que vous choisissez, vous avez la possibilité de faire de nombreuses économies. Les salaires sont plus élevés qu'en France en fonction du secteur d'activité dans lequel vous travaillez et donc il est assez facile de faire des économies si on fait attention à côté. Ces économies vont vous permettre de voyager soit dans l'Australie pour découvrir de nombreuses villes, soit à l'extérieur de l'Australie. Vous êtes à proximité du Japon par exemple, de Bali, de la Nouvelle-Zélande ou même de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a beaucoup de possibilités pour pouvoir vous amuser et profiter. Chose aussi importante dans les économies, selon le statut que vous avez auprès de l'entreprise. Si vous êtes salarié en tant que casual par exemple, vous avez déjà les impôts de 15% qui sont prélevés sur votre salaire. Attention, si au contraire vous êtes en ABN, donc en auto-entrepreneur, c'est à vous de conserver le taux d'impôt car vous devrez le payer à la fin de l'année fiscale. J'espère que ces petits conseils ont pu vous aider. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Je me ferai une joie d'y répondre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.